Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire une présentation à 3 voix pour vous présenter notre projet REMA, donc Restauration et Entretien des mares des Antilles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter donc tout d'abord l'organisme qui est à l'origine de ce projet. Donc le PRZHT, c'est le Pôle Relais Zone Humide Tropicale dont je suis la coordinatrice. C'est un organisme qui est sous tutelle du Comité français de l'UICN. Et donc, ça fait partie du réseau des pôles relais. Nous sommes le dernier à avoir été créé en 2012. Et vous pouvez voir donc sur la carte, nous sommes physiquement basés en Guadeloupe, mais toutes les régions que vous voyez surlignées, ce sont les régions sur lesquelles nous intervenons. Nous travaillons avec différents acteurs, donc au profil très varié, donc des techniciens, des gestionnaires, des élus, des scolaires, du grand public. Donc on a un très vaste réseau de partenaires. Et nous, notre mission principale, c'est de tendre l'oreille et de voir un peu quels sont les besoins de ces différents acteurs et d'essayer d'y apporter une réponse réellement adaptée et concrète. Donc on a un domaine d'action vraiment, on peut dire, international. Au niveau du projet REMA, donc là, c'est un besoin qui a été exprimé depuis maintenant, on va dire, 2-3 ans de la part des acteurs. Depuis 2019, en fait, on a sorti des visites virtuelles sur les mares au niveau des Antilles et ça a été un peu le déclic. De là, il y a eu beaucoup d'actions, donc des inventaires participatifs, donc des cartographies, donc nos visites virtuelles et de plus en plus de demandes sur mais comment on fait pour restaurer, pour entretenir ou pour créer une mare en milieu tropical. Donc en métropole, il y a déjà un peu de retour d'expérience, mais il faut savoir que sur nos territoires ultramarins, on n'en a pas du tout. Donc c'était vraiment une très bonne question. Donc le projet REMA, là vous avez l'arc antillais, il va cibler 3 îles, la Guadeloupe et tout en haut Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Guadeloupe, on a aussi Marie-Galante. C'est un projet multipartenarial avec à la fois des partenaires financiers et techniques que sont l'OFB, les offices de l'eau Martinique et Guadeloupe. Et ensuite, on a des associations, des communes, des communautés d'agglos. Donc notre but, mais ça mes partenaires vont en parler après, c'est vraiment d'aider les gestionnaires de mares, propriétaires privés ou publics. Et ce que l'on souhaite dans ce projet, c'est d'aboutir à un annuaire d'acteurs clés que pourront contacter les gens par la suite, fournir des sessions d'information et de formation aux personnes cibles, c'est vraiment nécessaire sur l'écosystème mare, des capsules vidéo retour d'expérience et principalement une formation à la fin des gestionnaires Antilles et un guide technique où on aura toutes les réponses sur l'entretien, le suivi et la restauration en milieu tropical. Donc voilà, donc rapidement, nous avons réalisé la première phase du projet qui était un état des lieux. Nous sommes en train d'élaborer le guide. Et là, nous sommes dans la phase test. Donc Mathieu, derrière moi, en parlera après. Donc j'ai mis un guide très attendu parce que réellement, on nous pose de plus en plus de questions. Donc là, c'est un petit peu ce à quoi ressemblera la couverture du guide. Et pour l'instant, on a décidé de faire ces quelques chapitres, mais qui petit à petit deviennent de plus en plus nombreux. À la base, on s'était dit que ce serait un guide assez simple de retour d'expérience. Et finalement, comme beaucoup de partenaires nous approchent et nous posent des questions, on rajoute des chapitres. Donc là, je pense qu'on va plutôt partir sur un format d'une centaine de pages. Et on est là ici surtout pour s'inspirer de ce que vous avez fait et pour que vous puissiez nous dire aussi qu'est-ce qui peut manquer dans ce genre de guide. Donc là, en observant les présentations, on s'est dit qu'un petit focus aussi réglementation ou espèces protégées pouvait être intéressant à ajouter. Donc n'hésitez pas à venir nous voir par la suite si vous voyez des oublis. Et donc pour gérer ce projet, vous avez l'équipe au grand complet, donc Mélanie Mathieu qui sont avec moi sur l'estrade et Florent Taureau qui est notre cartographe qui est dans la salle. Si vous avez des questions très pointues au niveau SIGE, c'est lui qu'il faudra aller voir. Donc je passe la parole à Mélanie. Bonjour à tous. Alors effectivement, s'intéresser aux mares des Antilles, c'est aussi s'intéresser à l'histoire. Parce que comme sur les territoires hexagonaux, il y a effectivement une double, on va dire, intérêt à défendre et à préserver les mares dans les territoires antillais. C'est un intérêt évidemment écologique connu pour les rôles qu'on connaît finalement aux mares, mais aussi un intérêt patrimonial et historique. Alors sur ces deux images, en haut à droite et en haut à gauche, on voit en fait l'intérêt
que jouait ce rôle des mares depuis longtemps. Et encore bien plus longtemps avant, il y a des fouilles, sur la Martinique notamment, qui ont montré que l'utilisation des mares remonte à bien avant, au niveau des populations dans les premiers siècles après Jésus-Christ, parce qu'il faut savoir que les territoires antillais sont occupés depuis ces siècles-là, notamment par les Arawaks et les peuples qui viennent de forêts amazoniennes au départ, dans les années, par exemple, 300 après Jésus-Christ, et puis ensuite par des Caraïbes qui sont arrivés bien plus tard, vers les années 800 après Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là, ou les Kalinago en Dominique notamment, utilisaient déjà des mares qui étaient souvent plutôt naturelles, installées sur des dolines, puisque nous sommes sur des territoires donc volcaniques, ce sont des territoires insulaires volcaniques. Donc on avait une série de mares naturelles. Et bien plus tard, on a eu effectivement un grand nombre de mares qui sont apparues, creusées par l'homme, pour des usages domestiques, agricoles, abreuver les bœufs par exemple, ou bien encore pour utiliser directement ces mares en rapport avec les sucreries et les romeries. Et elles étaient notamment situées aux alentours des moulins, puisque effectivement, dans les Antilles, et la période la plus sombre de l'histoire de l'esclavage, ça a été dominé par les habitations, et les grandes habitations avaient elles aussi beaucoup de mares creusées sur ces territoires. Ce qui fait que ça nous donne en fait une multitude et une diversité de mares très importantes sur ces territoires antillais. Là, c'est une photo, par exemple, qui est à Marie-Galante, où on voit une mare devant une grande habitation. Et si je l'ai mis, cette photo, c'est parce qu'elle illustre aussi une des problématiques qui s'inscrit dans le cadre du changement climatique actuel, c'est-à-dire que il y a de moins en moins de précipitations sur ces territoires, et notamment à Marie-Galante, et on observe cette mare qui n'a jamais été observée aussi basse, à dire de propriétaires, depuis très longtemps. Donc on a aussi cette problématique d'eau, de réserve d'eau. C'est tellement inscrit dans le patrimoine historique qu'il y a par exemple des mares qui font partie de ce qu'on appelle la route des esclaves en Guadeloupe. C'est des parcours, en fait, si vous voulez, de visite, dans lesquels ils ont intégré par exemple la mare aux Ponches. Et si cette mare s'appelle la mare aux Ponches, c'est qu'en fait elle a historiquement un lien avec on va dire une rébellion, le soir en fait d'une élection, un an après en fait l'abolition de l'esclavage, en 1849, il y avait les premières élections à Marie-Galante, qui opposait en fait les abolitionnistes, Victor Schellcher, et puis les grands propriétaires et les maires de petits bourgs, qui avaient fait passer des bulletins, en fait finalement aux affranchis, illettrés, que de leur parti à eux. Et Jean-François Germain, qui était un affranchi aussi, s'est aperçu de cette supercherie et a initié une rébellion auprès évidemment de tous les autres affranchis, en disant qu'il y avait tricherie en faveur des grands propriétaires, et il y a eu insurrection. Et par, on va dire, colère, les gens ont brûlé la mairie et ont déversé le rhum et le sucre dans la mare, qui du coup porte le nom de la mare aux Ponches. Pour revenir à une partie plus écologique et plus inventaire, en fait on a peu de projets, mais quand même on a des projets. On a quand même des choses en Martinique et en Guadeloupe. De l'ordre des premières années de travaux, ça date des 2002, où on va commencer à s'intéresser à des mares et à des inventaires, mais via les espèces, et non pas pour les espaces. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la vie-faune, par exemple, avec les travaux de Anthony Lévesque au départ, à des travaux après qui vont toucher plus à l'aménagement, avec Omar Citoyen, par exemple, pour le CAUE de Guadeloupe. Et puis après, des travaux beaucoup plus fins, on va dire, d'inventaire des zones humides en général, qui du coup ont révélé un certain nombre de mares en Martinique. Je vais le détailler d'ailleurs dans la diapo suivante, qui ont recensé sur les territoires beaucoup moins de mares que sur vos territoires hexagonaux, mais il faut se dire que ce sont des petits territoires insulaires, très escarpés, puisqu'on a vraiment des bassins versants très courts et très ramassés. Donc on est sur des territoires, bon, Saint-Martin c'est assez particulier, où il y a moins de 5 mares d'eau douce, parce qu'il y a beaucoup de territoires, beaucoup d'espaces occupés par des étangs d'eau saumâtre et littoraux. C'est d'autres types d'écosystèmes. La Martinique, par contre, elle est composée de plus de 1178 mares, et en fait c'est une zone humide sur 2 en Martinique. 50% des zones humides sont des mares. Et puis en Guadeloupe, on n'a pas un chiffre précis. On estime à minimum 2500, mais l'inventaire n'a pas été encore fait, l'inventaire des zones humides sur ce territoire. C'est en cours, ça devrait venir. Par contre, Marie-Galante, qui est une île très sèche et où il y avait du coup beaucoup d'usines à rhum et sucre, eh ben, sur un tout petit territoire, on a déjà 586 mares, ce qui est considérable sur cette petite île. Alors en écologie, évidemment,
ça se modifie pas, hein, c'est juste qu'on va avoir un cortège floristique et faunistique bien différent des mares en fait hexagonales, mais on rentre aussi dans le projet REMA avec une entrée qui décrit les mares comme un écosystème avec moins de 2 mètres, avec des plantes hydrophytes et hélophytes qui peuvent s'enraciner ou flotter, et puis une fonctionnalité et en fait des rôles écosystémiques équivalents à celles des mares hexagonales. Un exemple de présence de mares au niveau d'une ville de Trois-Îlets qui est située dans le sud de la Martinique, où on va voir maintenant souvent les paysages de mares incrustés entre des zones forestières et des zones d'habitat, qui effectivement s'amenuisent de plus en plus, et ça fait partie d'une des menaces, hein, c'est la disparition de ces mares qui depuis les années 50 ont disparu à 50%. Et pourquoi? On va le voir, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est que comme ce sont des petits territoires, on a besoin de gains d'espace et de foncier, et donc on comble finalement ces espaces-là qui sont riches d'une biodiversité très importante. Alors j'ai mis 2 exemples ici. On a aussi des espèces endémiques qui peuvent être endémiques strictes, comme ce poisson-gale, par exemple, endémique de Martinique, ou des endémiques plus régionales. Et donc on a, dans ce petit film qui peut pas marcher, en fait, des dessous de mares qui sont vraiment riches, notamment en macrophytes, par exemple, qui tapissent les fonds quand les mares sont fonctionnelles. La spécificité des mares des Antilles, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on est sur des territoires très ramassés, très petits, avec des cycles de l'eau extrêmement courts et des saisons qui sont marquées par différentes temporalités qu'ici, c'est-à-dire qu'on a 2 saisons, un carême très sec et une saison des pluies très abondante avec des pluies qui vont vraiment arracher beaucoup de sédiments, c'est-à-dire que la fonctionnalité vraiment du climat va influencer les cycles hydrogéologiques différemment. On a aussi du coup une température dans l'eau des mares qui va être très différente et de l'oxygénation des mares qui va fonctionner finalement différemment, et très tôt dans le matin on va avoir des baisses d'oxygène beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait observer justement sur les mares hexagonales. Et après on a une spécificité aussi, c'est que dans l'arc antillais on a beaucoup de migration des oiseaux dans cet arc antillais, et que les mares jouent un énorme rôle fonctionnel au niveau de ces accueils des oiseaux migrateurs. Les mares, elles sont menacées, comme toutes les zones humides dans le monde. Je veux dire, aux Antilles, ça on passe pas à côté, par 3 grands problèmes plus locaux, et puis évidemment le problème global général de changement climatique. Mais pour les problèmes locaux, on a évidemment le comblement, vraiment pour essayer de gagner de l'espace sur le foncier, par les problèmes de pollution. Sur les territoires antillais, une des premières problématiques de pollution, c'est l'assainissement non collectif, puisque les populations sont à peu près à 60-70% sur ces territoires à l'assainissement non collectif, dont 95% est dysfonctionnel. Donc je vous laisse imaginer. Et puis les intrants agricoles, donc les engrais, les pesticides, les molécules historiques telles que le chlordécone, qui sont des molécules issues notamment des champs de bananes par exemple. Et puis on a un très gros problème d'espèces exotiques envahissantes sur les Antilles. Ah oui, je me dépêche alors. Et donc oui, très gros problème d'espèces exotiques envahissantes sur les Antilles. Je accélère en disant que donc on a des expérimentations en cours. Mathieu va les présenter et je préfère te passer la parole du coup. Donc sur les près de 4000 mares qu'on retrouve dans les Antilles, on en a sélectionné 12 sur les 4 territoires, donc Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante et Saint-Martin. Et donc ces mares ont été sélectionnées en fonction d'une sélection sur 24 indicateurs associés au foncier, la typologie des mares, les services écosystémiques rendus et les problématiques, et surtout le portage, parce que le but de ce projet n'est pas de faire juste de la restauration de mares, mais d'accompagner en fait des gestionnaires et des porteurs de projets en leur apportant une méthodologie et un protocole technique pour restaurer les mares, et donc de faire avec eux et non pas pour eux, pour qu'ils s'imprègnent justement de cet écosystème et qu'ils puissent le gérer en fait dans le temps. Et donc pour ces protocoles, on se base justement sur des études avec des identifications d'espèces à extraire et à conserver aussi, et aussi sur le fonctionnement de la mare en étudiant
comment dire, l'hydrologie en fait de cette mare, basée sur des cartes réalisées par Florent Toureau, et notamment lorsqu'on soupçonne que des aménagements autour de la mare viennent perturber en fait le fonctionnement de la mare et le rechargement en eau. Donc là, c'est le cas de cette mare en Martinique où des petits murets vont perturber en fait le ruissellement des eaux pluviales pour recharger la mare. Donc, je vous présente rapidement les mares qu'on a sélectionnées. Donc, elles présentent plusieurs problématiques d'espèces exotiques envahissantes, de comblement, d'assèchement. Et donc, on a 5 mares en Martinique, 6 mares en Guadeloupe et à Saint-Martin, et en Guadeloupe et en Margarante, et une mare à Saint-Martin. Et chacune a sa caractéristique propre. On retrouve des mares agricoles, des mares forestières, ou encore des mares publiques inscrites au PLU, comme celle ici en Martinique, qui est la mare de Pont-Café, sur laquelle je vais vous faire un focus. C'est la première mare sur laquelle on a réalisé une action de restauration complète. Et donc cette mare, c'est une mare qui se trouve en Martinique, dans la ville de Sainte-Luce. C'est une mare urbaine et littorale qui est inscrite au PLU en zone N. Et donc cette mare est envahie par de la salvinie géante, et donc Salvina molesta. Et dans cette mare, il y avait aussi la présence des Locaris interstica, et donc la salvinie venait s'enchevêtrer dans les patchs des Locaris. Et donc, elle formait un tapis épais et dense, en fait, sur toute la mare et recouvrait tout le plan d'eau. Et donc, cette mare a été aussi sélectionnée parce qu'il y avait la présence du porteur de projet à travers son projet Waliwa, qui est un projet environnemental. Et donc, il y avait déjà une dynamique dans ce sens pour pouvoir mener le projet jusqu'au bout. Donc, comme pour toutes les actions, on commence par dimensionner le projet, on fédère aussi l'action avec les différentes associations et les services techniques des villes, et on échange et on forme et on les forme en fait sur la problématique, sur pourquoi on restaure la mare, comment on le fait, et voilà. Et donc on met en œuvre on élabore un protocole avec eux en fonction de la problématique, mais surtout des moyens qu'ils disposent pour que ce soit quelque chose de pérenne dans le temps. Et donc, une fois dans l'action, on adapte en fait ce protocole au fur et à mesure, mais en réflexion avec chacun des acteurs. Non pas, c'est pas unilatéral comme transmission. Donc, on va réfléchir avec eux comment adapter le protocole en fonction des réalités de terrain. Donc, pour cette marge, je vais y aller rapidement. Donc, on utilise du matériel de basique, de fourches, etc. Et on innove aussi en utilisant des grappins, parce on avait des gros radeaux de salvini, donc pour ramener vers les berges et ensuite les extraire de la mare. Et en créant aussi du matériel avec des râteaux flottants, et en s'inspirant aussi parfois du patrimoine culturel, avec des filets de pêche où on va utiliser ces filets pour ramener de grands radeaux de salvini pour les extraire de la mare. Donc là, voilà, la restauration s'est faite sur 5 jours, étalée en 1 mois, et justement en adaptant le protocole petit à petit. Et donc on a pu libérer totalement le plan d'eau et en mobilisant une vingtaine de personnes. Et donc actuellement on retrouve aucune présence de salvini du coup dans la mare. Donc voici l'état initial et voici l'état actuel. Et donc on retrouve une fréquentation par les odonates et l'avifaune dans cette mare. Donc voilà. Et donc du coup le fait qu'il y ait le porteur de projet, ça permet aux gestionnaires aussi de passer régulièrement pour entretenir la mare. Donc je sais pas si ouais. Bon, donc c'est la dernière, j'ai fini. Et donc voilà, donc le projet maintenant il est dans une phase opérationnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est un projet aussi qui est fédérateur et qui permet à tous les acteurs de s'assembler. Donc par exemple à Saint-Martin, on va former un acteur local pour que lui-même puisse former d'autres acteurs locaux à la restauration de la mare à Saint-Martin, et pour que la transmission se fasse bien, que ça soit ancré en fait dedans. Et donc voilà, donc la majorité des travaux sont entamés, et les difficultés qu'on rencontre le plus, ce sont les délais administratifs, parce qu'on travaille beaucoup avec des collectivités, donc il faut un certain pas de temps administratif qui sont inhérentes généralement. Donc
Je clôture très rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Donc juste pour vous remercier de votre attention, pour faire un petit clin d'œil par rapport à une des illustrations qu'on avait faites pour le Congrès mondial de la nature l'année dernière, pour sensibiliser aux zones humides, parfois il faut savoir choquer. Et ça, c'était l'illustration sur les mares. Donc voilà, pour interpeller, parce que quand on est au Congrès mondial, on est toujours face à de grosses associations avec peut-être des écosystèmes ou des espèces un peu plus sexy que les nôtres. Donc il faut savoir, voilà, choquer. Et simplement pour vous dire, si vous avez envie de vous évader et de vous immerger au sein de nos mares antillaises, on a des visites virtuelles. Donc vous pouvez aller sur le site du pôle relais zone humide tropicale. Là, vous avez le Kakemono qui représente la Guadeloupe, mais vous avez aussi la Martinique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour via ordinateur, smartphone, ou si vous avez la chance, comme sur la photo, masque Oculus. Donc voilà, on avait un film à passer, on n'aura pas le temps. Voilà. Peut-être pendant Merci la pause beaucoup. en fond sonore, si vous voulez. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Merci.